Bertrand Martineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, ancien conseiller social de la présidence de la République entre 2007 et 2008 et vous venez de publier John Law, le magicien de la dette, publié par Nouveau Monde Éditions. Alors, première question, pourquoi un livre sur John Law? Quel éclairage son histoire apporte-t-elle sur les problématiques actuelles? Alors déjà, l'homme en lui-même est passionnant, donc il méritait d'être étudié. Donc c'est un personnage de roman en fait, hein. C'est un petit hobereau écossais qui est condamné à mort pour duel, qui est obligé de fuir l'Angleterre, qui parcourt l'Europe, qui fait fortune sur les tables de jeu. Donc c'est une personnalité assez flamboyante, assez bling-bling, etc. Mais qui devient conseiller des princes, qui fait fortune aussi par la spéculation. C'est un calculateur prodige. Et puis finalement, il finit contrôleur général des finances, premier banquier central français. Et il est en exil à Venise, donc mort à Venise, etc. Bon, c'est un peu quelqu'un qui, un peu comme Napoléon, aurait pu dire à la fin de sa vie, quel roman que ma vie. Donc voilà, le personnage en lui-même est extraordinaire, c'est probablement un des Européens, alors vraiment européen lui, hein, polyglotte, etc., un des Européens les plus fascinants probablement du XVIIIe siècle. Et puis alors évidemment, il y a son héritage intellectuel et pratique. Puisqu'en fait, on pourra dire qu'il a joué avec la monnaie, un peu comme on joue au casino, tout ça est vrai. Mais enfin, derrière tout ça, il y a quand même des idées, il y a des écrits assez intéressants. Et c'est quand même l'inventeur, non pas du papier-monnaie, comme on dit souvent, parce que le papier-monnaie a été inventé très longtemps avant, notamment par les Chinois, plusieurs siècles avant. Il y a même eu des tentatives de papier-monnaie, ce qu'on appelait des billets de monnaie à la fin du règne de Louis XIV. Donc ce qu'il a inventé, ce n'est pas le papier-monnaie, c'est le papier-monnaie déconnecté du métal. Voilà. Et ça, c'est la rupture conceptuelle majeure. Et comme vous savez, ce n'est qu'à la fin, à la mort du système de Bretton Woods, c'est-à-dire en 1971, que le système monétaire international rejoint finalement un système à la Law, c'est-à-dire sans ancrage monétaire, sans boussole, sans ancrage avec quelque métal précieux que ce soit. Alors, simplement pour donner quelques éléments de cadrage, on est au début du XVIIIe siècle. Louis XIV vient de mourir, il laisse un pays ruiné en raison des guerres notamment. C'est le régent Philippe d'Orléans qui est aux affaires et la personne en charge des affaires économiques, c'est le duc de Noailles qui applique une politique de rigueur et John Law arrive à convaincre, à prendre la place du duc de Noailles et en proposant une solution qui passe à la fois par un volet monétaire et un volet financier, c'est ce qu'on appellera le système. Exactement. Alors, donc à la mort de Louis XIV, il y a très exactement 300 ans, donc en septembre 1715, donc comme vous dites, donc l'État est surendetté, mais vraiment de manière gigantesque. Les corps intermédiaires sont hostiles aux réformes, le pouvoir est très faible, décrédibilisé. On a des corps intermédiaires qui sont le Parlement de Paris, notamment, qui est extrêmement rétif aux réformes. Il y a une pression fiscale qui est très élevée, qui pèse beaucoup sur les producteurs, une économie en stagnation, au bord de la déflation. Et donc, dans ce réseau de contraintes, en fait, le régent, qui est quelqu'un d'assez novateur, ouvert aux idées nouvelles, dans un premier temps, il fait confiance aux technocrates en place, en l'occurrence, comme vous dites, le duc de Noailles, qui essaye de mener une politique qu'on va dire orthodoxe, c'est-à-dire on essaye de pas dévaluer, on essaye de redresser les finances publiques, donc on essaye de contraindre un peu les dépenses, le train de vie de l'État, on dirait aujourd'hui. Il essaie de faire rentrer davantage les impôts, d'initier des réformes fiscales, etc. Et malheureusement, ça ne marche pas. Et il y a cet Écossais, donc, qui a été conseiller au régent, qui a été introduit auprès du régent, qui est un peu finalement un visiteur du soir. Donc il parle au régent, il dispose d'une rhétorique absolument particulièrement convaincante, et il explique au régent en fait que la question centrale, c'est l'insuffisance de monnaie, et qu'il y a un lien essentiel entre la monnaie et les finances publiques, ce qui est évidemment une intuition géniale. Donc en fait, parmi les solutions de John Law, il y a la mise en place de la première banque centrale française, et puis cela passe aussi par la Compagnie des Indes, dont les actions vont se substituer à la monnaie. Voilà, alors ça se fait en 2 étapes. La première étape est assez classique, c'est la création d'une banque d'émission. La première en France, c'est quand même la première banque en France. La France était un pays où il y avait des banquiers, mais il n'y avait pas de banque. Donc c'est des banquiers prêtés à titre individuel en fait. C'est des financiers. Là, c'est une institution donc, qui émet du papier-monnaie convertible avec de l'or, convertible en or et en argent. Donc jusque-là, rien d'extraordinaire finalement. Et le système en fait va commencer à prendre toute son ampleur quand John Law donc, achète une compagnie qui était assez embryonnaire, qui était petite, la Compagnie d'Occident, qui va progressivement, par fusion-acquisition, en fait, acquérir l'ensemble des compagnies commerciales françaises, donc qui font le commerce avec les colonies,
donc il va avoir un monopole commercial, et le système va vraiment prendre toute sa dimension le jour où cette compagnie va également collecter l'essentiel des impôts du pays, en particulier la gabelle, c'est-à-dire l'impôt sur le sel. Et en fait, cette compagnie va collecter 90% des impôts du pays. Et les actions de cette compagnie, finalement, John Law va considérer que ces actions valent monnaie, sont de la monnaie. Voilà. Parce que cette compagnie n'est pas une compagnie ordinaire. Cette compagnie est le collecteur d'impôts du royaume. Et l'action va s'apprécier, il va y avoir des effets richesse et une bulle. Exactement. C'est-à-dire que cette compagnie, il va y avoir un engouement extraordinaire pour cette compagnie. Donc, encore une fois, on va faire miroiter, et c'est là l'élément un peu d'escroquerie, évidemment, du système, on va faire miroiter les mines d'argent, les mines argentifères, etc., de Louisiane en particulier. Mais la réalité, c'est que l'essentiel de l'activité de cette compagnie, c'est simplement de collecter des impôts. Et en fait, on a affaire à un gigantesque swap dette contre action, c'est-à-dire la dette de l'État est transformée en action de cette compagnie et ces actions elles-mêmes valent monnaie. C'est ça le système de Law pour le simple. Et donc énormément de gens s'enrichissent. Petit détail intéressant, c'est l'époque où le mot millionnaire apparaît, où encore John Law aurait eu des groupies comme une rockstar, et pourtant le système va s'effondrer. Oui, alors, si vous voulez, le succès de ce système, au départ, c'est que le diagnostic n'était pas mauvais. C'est-à-dire que la France manquait vraiment de monnaie. Les taux d'intérêt étaient beaucoup trop élevés. Donc il fallait rétablir la confiance, il fallait créer de la monnaie évidemment pour baisser les taux d'intérêt. Et puis l'autre élément de confiance, vous l'avez dit, c'est que quand vous baissez le taux d'intérêt, bien entendu, les actifs augmentent, en particulier les terres, et puis les titres en général. Et donc vous avez un effet général de confiance qui s'installe dans le royaume avec un désendettement de l'État, et un désendettement aussi des acteurs privés. Et donc vous avez une relance de l'économie qui est une relance vertueuse d'une certaine manière. Donc le diagnostic était bon. Le problème, évidemment, c'est que trop de monnaie a été créée, où la monnaie, en l'occurrence, était, comme je vous l'ai dit, était confondue avec des actions. C'était des actions de la compagnie Zand. On a créé trop d'actions et, si vous voulez, la banque qui crée des billets a été essentiellement utilisée pour acheter des actions, pour soutenir le cours des actions. Et donc le cours des actions a été soutenu artificiellement par une gigantesque création de billets de banque. Et c'est là que la mécanique infernale de la bulle s'est enclenchée. À l'heure où on s'interroge sur la sortie du quantitative easing, on va faire un petit écho avec l'actualité. Qu'est-ce que nous apprend l'histoire de John Law? Qu'on ne peut pas en sortir sans dégâts? Alors, il y a évidemment des échos avec l'actualité. Le premier écho, d'ailleurs, renvoie à l'histoire de la politique monétaire contemporaine. Qu'est-ce que c'est que la politique monétaire contemporaine? Ce n'est pas fondamentalement la défense d'une parité avec un métal, c'est un objectif d'inflation. Bon. Le problème, c'est que l'objectif d'inflation, c'est plus difficile, évidemment, à piloter qu'avec simplement l'horizon du maintien de la parité avec un métal. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que ça, c'est les objectifs de la politique monétaire. Maintenant, l'instrument de la politique monétaire a été inventé par Law, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la politique monétaire d'une banque centrale consiste fondamentalement à transformer des dettes en monnaie. Et là, en l'occurrence, le quantitative easing, c'est de transformer des dettes publiques en monnaie. Puisque, par exemple, la Banque centrale européenne achète à peu près 60 milliards d'euros sur les marchés de dettes publiques par mois, pour le transformer en monnaie banque centrale qu'elle va ensuite prêter aux banques, pour faire de la création monétaire. Donc le mécanisme est le même. Alors là où il y a une différence, c'est dans l'utilisation, l'ordre de grandeur qui est fait. C'est-à-dire que John Law a multiplié la masse monétaire par plus de 10, si vous voulez. Alors qu'aux États-Unis, elle a été multipliée par 2 ou 3 en quelques années. On n'est pas dans le même ordre de grandeur. Dit autrement, John Law a monétisé 200% du PIB de l'époque, à peu près. Alors que les États-Unis n'ont monétisé que 40% du PIB américain. Donc on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur, mais les mécanismes sont quand même à peu près les mêmes. Eh bien, merci beaucoup Bertrand Martineau d'être venu présenter votre livre et puis ces quelques éléments sur John Law, une histoire passionnante. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, je renvoie à votre livre, John Law, le magicien de la dette. Merci beaucoup. Merci.